La première fois que moi, il m'a appelée pour venir à son bureau, je me suis sentie vraiment honorée. Il m'a proposé 3 prières. Donc il m'a dit: «Je vais te montrer comment ça se passe. Si c'est Dieu qui vient vers toi», il m'a mis, la main dans la culotte, la main dans la culotte. Première, voilà. Et la deuxième prière, soit c'est toi qui viens vers Dieu. Donc il m'a pris ma main, il m'a posé ma main sur son sexe, sur le pantalon, sans plus. Ou alors c'est les deux. Donc il a glissé sa main dans ma culotte et il a pris ma main pour la mettre sur son pantalon. Voilà. Ces images, elles sont extraites du documentaire Le prix d'une vie. Pendant près d'une heure, on suit le processus de réparation d'enfants abusés sexuellement par l'Église dans les années 60. Pour France Info, on a voulu donner la parole à Ghislaine, qui a été abusée sexuellement par le frère Gabriel Girard, mais aussi à Bernadette Sauvaget, qui a co-réalisé ce documentaire. Alors nous, ce qu'on a voulu faire, c'est être au plus près de ces victimes ou anciennes victimes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut les appeler, on demandera à Ghislaine, d'être au plus près de leur démarche, à la fois dans leur prise de conscience de ce qu'elles ont subi, de leur manière de se regrouper, de faire collectif pour entamer des démarches de reconnaissance et de réparation, et comment on vit effectivement ces démarches de reconnaissance et de réparation. Ce n'était pas un xème documentaire sur la dénonciation des mauvais comportements de l'Église catholique, c'était vraiment, vraiment d'être dans le pas des victimes. Justement, dans le pas des victimes, on est aussi en direct avec Ghislaine. Vous êtes en direct depuis Rome. Bonjour Ghislaine. Est-ce que vous Bonjour. pouvez nous dire ce que vous faites à Rome et pourquoi vous êtes à Rome en ce moment? Eh bien, notre principal objectif de ce voyage à Rome était de rencontrer le pape François. Il nous a demandé de parler, voilà, de témoigner, d'apporter nos témoignages. Donc, il voulait vraiment entendre notre parole en direct. Je pense que ça lui tenait à cœur. Et il nous a patiemment écoutés avec beaucoup de bienveillance et de chaleur et de compassion, je pense aussi. On sentait chez lui une certaine douleur. Et voilà, et finalement, donc il nous a demandé pardon. Voilà, donc Et quelle a été votre réaction? Comment vous l'avez vécu ce moment? ah bah, ça a été un moment, pour moi, ça restera un moment, inoubliable, et vraiment la reconnaissance avec un grand R, parce que, c'est vraiment l'autorité suprême de l'Église, catholique, qui demande à nous recevoir, à nous entendre, voilà, en direct. Et une demande de pardon de l'Église catholique. Donc c'est vraiment la grande reconnaissance pour moi, oui. Est-ce que Bernadette, c'est la première fois qu'un pape rencontre un collectif de victimes directement au Vatican? Est-ce que c'est Oui, une première? oui, un collectif, un groupe constitué, c'est une première. Il a reçu très discrètement quelques victimes françaises, mais personne n'en a été au courant. Mais un collectif constitué en tant que collectif, un groupe de personnes qui ont été pour la plupart violentées, agressées, battues par le même prédateur en série qui a sévi dans les années 60 et au début des années 70, Gabriel Girard, ce n'était pas arrivé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, symboliquement, quelle est la symbolique de tout ça? Alors moi, je crois qu'effectivement, c'est en recevant ce groupe de victimes françaises et grâce à la médiatisation que ce collectif très courageux en a fait, ça s'adresse, je crois, au-delà de la vingtaine de victimes qui étaient présentes autour du pape dans ce salon à Sainte-Marthe. Ça s'adresse aussi à l'ensemble des victimes françaises. Je crois que cette demande de pardon, en tous les cas, moi je l'ai vue, et notamment sur les réseaux sociaux, cette demande de pardon adressée à cette vingtaine de victimes qui étaient rassemblées autour de lui, a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes en France. L'origine de tout ça, c'est le rapport du CIAS en 2021 qui établit qu'il y a à peu près 330 000 victimes de l'Église dans les années 50. Ce rapport, il a permis de mettre en place 2 commissions pour réparer, pour obtenir réparation. Est-ce que brièvement, on peut revenir sur ces 2 commissions, nous expliquer à quoi elles servent?
Alors, il y a 2 commissions, parce que la première, présidée par Antoine Garapon, la commission reconnaissance et réparation, à laquelle se sont adressés le groupe d'ICÉ, Oui. le groupe reçu par le pape, s'occupe exclusivement de ce qui s'est passé dans les ordres religieux, les congrégations religieuses, et notamment les écoles catholiques. La seconde instance, présidée par Marie Derain de Vaucresson, s'appelle l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle s'occupe des dossiers qui concernent les prêtres présents dans les diocèses. Un diocèse, c'est l'équivalent d'un département. Donc là, ça s'adresse aux prêtres des diocèses. Justement, Ghislaine, sur cette commission de réparation et de reconnaissance, dans le documentaire, on vous voit, il y a une séquence où vous remplissez ce questionnaire d'auto-évaluation, où vous êtes chargé finalement d'estimer dans quelle mesure, de 1 à 7, ce que vous avez vécu a une conséquence sur votre relation avec vos enfants. Et donc, il y a un mélange d'absurdité et de brutalité qui se dégage de cette séquence-là. Vous, comment vous l'avez vécu, cette commission de réparation, toutes les questions qu'on vous a posées? Je pense que le contact en direct avec les membres de la commission qui a écouté nos témoignages, c'était, voilà, il y avait un accompagnement puisqu'on était écoutés en direct, mais la grille d'auto-évaluation, pardon, on était vraiment confrontés seuls à des questions vraiment existentielles et donc ça a été très très douloureux, un parcours très douloureux que moi, dans mon fond intérieur, je considérais par moments comme un viol psychologique. En ce sens qu'on me demandait d'aller au plus profond de mon âme pour définir ce que j'avais vécu, vécu physiquement et vécu émotionnellement et comment ça s'était reporté sur ma vie de famille, de ma vie intime, je dirais. Donc c'est très, 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 très perturbant. Ça a été vraiment une très, très grande souffrance pour moi et le manque d'accompagnement dans ces moments-là. Bernadette, vous avez filmé ces séquences-là. Au moment où vous découvrez aussi ce questionnaire avec ces victimes, quel est votre ressentiment? Comment on capte ces moments-là pour en faire un documentaire et le raconter? Euh, alors d'abord, il faut la confiance des personnes avec qui on le fait. Donc voilà, on a eu la confiance des personnes avec qui on l'a fait. Et voilà, à partir de là, on les écoute. Enfin, vraiment, on était dans le... On laisse le temps, on laisse vivre ce qui se passe. On essaye de laisser vivre ce qui se passe à ce moment-là. Je crois que c'est effectivement ce moment-là d'auto-évaluation est un moment très douloureux. Alors, on est bien d'accord, hein, ces commissions sont des commissions expérimentales. Donc elles font des choses, elles ajustent au fur et à mesure, hein. Je crois que ce travail-là est assez pionnier. Donc il y a des erreurs de fait, et je crois, à titre personnel, mais je crois que c'est un peu général au niveau des victimes, que ce processus de grille d'auto-évaluation devrait être revu. En revanche, l'écoute faite par les personnes qui font les entretiens, je crois que les 2 personnes qui étaient envoyées par la CRR ont été, on va dire, plébiscitées par les personnes victimes qui ont été entendues. Le questionnement que soulève votre film, c'est comment réparer tel préjudice. On a l'impression que la première réponse de l'Église, c'est l'aspect pécuniaire. C'est-à-dire, on va donner de l'argent aux victimes. Est-ce que c'est tout ce que fait l'Église ou il y a d'autres choses qui sont mises en place? Non, il y a d'autres choses. Je crois que d'ailleurs, la première la reconnaissance financière, c'est une façon de matérialiser quelque chose qui, je pense, et c'est ce que disait à l'instant Ghislaine avec leur rencontre avec le pape François. La première chose importante, c'est la reconnaissance. Il y a des victimes innocentes, et il y a un bourreau, un coupable, un agresseur, un violeur. Voilà, je crois on remet d'abord les choses à leur place. Et remettre les choses à leur place, c'est dire, vous avez été victime, et nous, institutions, on reconnaît que vous avez été victime. L'argent, ça sert à matérialiser ça. Et dans le cas des femmes, de ce groupe de femmes magnifiques, courageuses,
de l'Octudie, c'est le maximum. Mais parce qu'elles ont vécu le maximum. Enfin, je veux dire, le degré de violence, le degré de souffrance, ce qu'elles ont dû porter à partir de là dans leur vie, c'était le maximum. Et d'ailleurs, Ghislaine, au moment où vous apprenez cette nouvelle de la somme qui vous avait été attribuée, vous dites cette phrase, c'est le maximum, mais ça reste le minimum. Oui, forcément, ça restera toujours le minimum parce que c'est pas. Enfin, je trouve que le titre même du documentaire le dit bien, mais qu'est-ce que c'est que le prix d'une vie? Comment est-ce qu'on peut chiffrer le prix d'une vie? Voilà, sur la grille d'auto-évaluation, il était question, il y avait une fourchette qui allait de 5 000 à 60 000 euros. Donc, voilà, j'ai souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut avoir vécu pour demander le maximum? Qu'est-ce qu'il faut avoir vécu pour demander le minimum? Parce que, enfin, honnêtement, je vois pas, à part la mort, moi je me dis, je vois pas ce que j'aurais pu connaître de pire à 9 ans. Donc, pour moi, 60 000 euros, c'est le maximum. Mais honnêtement, au regard des préjudices voilà, que j'ai subis dans ma vie personnelle et familiale, et professionnelle, et sociale, oui, bon, en matière de chiffres, c'est vraiment le minimum. Voilà, mais encore, je redis là encore une fois que voilà, cet aspect financier, comme le dit très bien Bernadette, c'est tout à fait symbolique. Ça ne va pas réparer quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va réparer, surtout pas l'argent. Mais par contre, cette semaine que nous vivons, que nous avons vécue à Rome, avec toutes ces ouvertures qui viennent de se créer, le pape, bien sûr, le pape François, par sa reconnaissance, mais puis aussi ces ouvertures que nous avons eues auprès de la commission pontificale de protection des mineurs, et hier encore la rencontre avec l'ambassade de France au Vatican. Ça, c'est vraiment des ouvertures qu'on ne pouvait pas espérer. On ne pouvait pas espérer mieux et souhaiter mieux. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui compte le plus pour nous et pour les générations futures, parce que finalement, nous, notre combat, c'est les générations futures maintenant. Moi, je tiens absolument à ce statut de victime, parce que victime, je resterai toujours. Mais je dis que maintenant, je suis une victime, mais que je peux témoigner. Voilà, que mon rôle de victime serve à témoigner, à prévenir et à protéger. Voilà, et je pense que... En termes sémantiques, on a reçu la semaine dernière sur ce plateau des victimes de violences sexuelles quand elles étaient mineures, et elles se définissent comme des survivantes. Est-ce Moi, c'est ce que que je dis, pour vous, ce oui, terme est tout à adéquat? fait. Tout à fait. Moi, je me considère comme une survivante. Tout à fait. La chance d'être survivante, et avec le terme mission est peut-être un petit peu prétentieux, je pense, mais enfin, j'ai un devoir. Il me semble que j'ai un devoir de protection. Et au-delà de ce devoir de protection, dans le documentaire, j'ai l'impression que la réparation aussi, elle passe par la parole et les liens qui se tissent au sein de ce collectif sont assez forts et c'est assez intéressant de voir la progression jusqu'à la fin. Vous, enfin, dans quelle mesure le fait de s'être agrégé comme ça dans un collectif a permis aussi d'en parler et de briser l'omerta finalement? Eh bien, moi, personnellement, seule, je n'aurais jamais pris la parole. Voilà, je ne me serais jamais déclarée. Moi, j'admire, on a avec nous des victimes isolées qui se sont greffées à notre collectif. Moi, je les admire parce que si je n'avais pas été encouragée par mes amis de l'Octudie, si elles n'étaient pas venues me chercher pour témoigner, je n'aurais jamais fait de moi-même. Voilà, donc c'est très très courageux et en même temps, enfin, moi, je n'aurais jamais pu parler sans ce collectif. Bernadette, je vais revenir à vous. Vous avez suivi ces victimes pendant près d'un an et demi, donc qui a suivi tout le processus de réparation. Comment vous avez vu évoluer les gens que vous avez filmés? Est-ce que vous, votre œil de journaliste, de réalisatrice, a vu une évolution dans enfin, l'affirmation finalement de ces personnages? Moi, moi, je crois beaucoup, pour revenir à ce que disait Ghislaine, je crois beaucoup à cette notion d'abord les victimes aident les autres victimes, les victimes vont d'abord vers d'anciennes victimes parce qu'elles ont l'assurance qu'elles seront crues, parce que je crois que vraiment ça c'est le nœud essentiel, c'est être cru. Et pour être cru, c'est de parler à quelqu'un d'autre qui est capable d'entendre
ce qui a été vécu. Donc je crois que c'est vraiment ça, c'est les retrouvailles, hein. Enfin, parce que ce qui s'est passé à l'Octudie, ces femmes, elles vivent dans un petit périmètre, elles avaient traversé l'horreur pendant cette année scolaire, et pour la plupart, elles ne se fréquentaient plus. Et aujourd'hui, enfin, moi je trouve que l'image la plus belle, c'est qu'elles sont ensemble à Rome. Elles sont ensemble à Rome, elles ont vécu ce moment de rencontre avec le pape à Rome, elles ont vécu ce moment que moi je trouve important de demande de pardon au nom de l'Église catholique ensemble. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ce cheminement-là et cette force-là, ce qu'on appelle voilà l'empowerment, hein, la prise la prise en main, de son destin. Et c'est ça nous, entre autres, hein, qu'on a vécu avec eux et avec elles ces 2 ans. Vous avez montré ce documentaire en Bretagne. Comment a-t-il été reçu et qu'est-ce que les gens sur place, aussi les habitants qui ont connu, fréquenté des gens comme Ghislaine, ont ressenti au moment où ils l'ont vu? Voilà, donc on a fait cette avant-première à l'Octudie le lundi 20, donc une semaine avant que le groupe rencontre le pape à Rome. La salle était comble, il y avait 300 personnes un lundi après-midi. Dans l'assistance, il y avait quelques parents de ces victimes, dont la maman de Ghislaine. Et le fils de Ghislaine. Donc, c'était un moment important dans la levée d'une sorte de secret de famille dans ce lieu qui porte la mémoire de cette histoire-là. Moi, ce que je veux surtout dire, enfin, ça, c'était un moment très fort et très important. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'un parcours individuel, c'est aussi une question collective. Et le documentaire, où il y a beaucoup d'émotions, voilà, parce que c'est des choses difficiles, il y a des larmes aussi dans ce documentaire, il n'est pas fait que pour faire pleurer. Enfin voilà, les gens pleurent. D'abord, ce sont de belles personnes, c'est un beau parcours. Enfin, faut pas avoir peur de le regarder parce que c'est un sujet difficile, mais faut pas avoir peur de le regarder parce que c'est de magnifiques personnes, c'est des belles personnes. Et que c'est aussi, moi j'ai envie de dire, un film politique, pas dans ce sens politique partisane, mais dans ce sens, c'est un film politique dans le sens du bien commun de la société. Et quand des anciennes victimes décident de continuer le combat pour protéger les générations à venir, et qu'on montre et qu'on voit pourquoi elles le font, je trouve que c'est un engagement au sens noble, un engagement politique au sens noble. Ghislaine, pour finir, vous avez rencontré le pape, votre parole fait chemin dans les médias aussi. C'est quoi un peu la suite pour vous, les prochaines étapes de réparation et de reconnaissance? Eh ben, c'est de continuer notre combat, voilà. Donc, au sein de l'Église, on sent vraiment une dynamique pour aller dans le sens de la protection de l'enfance. Et voilà, et puis que ça devienne national, que ça devienne politique aussi. Voilà. Donc, je pense que la prochaine démarche sera de rencontrer les politiques, l'Assemblée nationale et pourquoi pas le président Emmanuel Macron et son épouse qui est engagée, je crois, dans la protection de l'enfance aussi.